Salut tout le monde, on est encore de retour aujourd'hui pour faire nos prédictions de la deuxième ronde, cette fois des séries de la Ligue nationale de hockey. Puis, je suis encore accompagné de Daphné Malbeuf, que vous avez pu voir à RDS, que vous pouvez entendre au 91.9 et aussi pour le podcast Daph et Max avec Maxime Vanout. Salut Daphné, comment ça va? Encore moi, de retour, toujours. Puis, mais, Sim, j'ai un petit objet à te montrer aujourd'hui, spécial, séries éliminatoires, parce que je trouve que en fait, c'est une tasse. Tu sais comment je suis fan de tasses à boire. Oui. Et, euh, et je trouve que c'est une tasse qui se prête excellemment aux séries. Excellemment. Je ne sais pas si ça se dit, en tout cas. C'est Prove It on the Ice. Ah, ça, voilà, ça Ça, tu là, savais. puis ce que j'aime, en fait, c'est que c'est une tasse de diversité. Alors, voici la diversité, voici Ceci est une femme. J'adore cette tasse-là. Je ne m'étendrai pas trop longtemps, mais je trouve que cette tasse-là, pour les séries éliminatoires, tous les joueurs devraient en posséder une. Effectivement, tout à fait. Puis, puis je savais, tu savais aussi que ça allait me faire plaisir vu qu'on est des personnes qui aiment ça quand on met nos couilles sur la glace. Et puis, en tout cas, les miennes, les tiennes, Oui, ça va être tes guts. ouais. Ben ouais. Mais non, c'est ça. C'est Fait un que petit peu j'étais. plus difficile. Oui, c'est ça. Mais on salue toutes les femmes qui vont écouter. Pas parce que vous n'avez pas des couilles que vous n'avez pas le droit de jouer au hockey. Écoute, là, Daphné, on s'égare encore comme d'habitude, mais aujourd'hui, c'est ça. On va faire nos prédictions des quatre séries. En fait, là, il y en a une, Canadien Maple Leafs, son septième match, c'est ce soir. On va garder ça Ouais. pour la fin. On va quand même parler des trois premières, puis on se gardera la section nord pour la fin. Donc, on va faire un petit retour aussi de qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé dans les autres séries. Donc, tout de suite, on n'attend même pas. Première série de la section centrale. Encore une fois, pas de discrimination. On va y aller en ordre alphabétique. Le Lightning et les Hurricanes. Ça a été un bon match hier. Je l'ai écouté un petit peu plus tard en reprise parce qu'il y avait la JMQ. Puis ça a été un bon match. On s'attend à une bonne série. T'es-tu. Bon, premièrement, Mhm. on avait dit Lightning Hurricanes en deuxième ronde, donc on n'est pas nécessairement surpris, mais qu'est-ce que tu as retenu de leur série à eux? Ben, premièrement, la série Lightning, puis les Panthers, ça a tellement retenu l'attention. Je pense que ça a Ouais. été pour plusieurs là, une des séries préférées parce que je trouvais que la rivalité entre les deux clubs, elle était là. Ces deux clubs, justement, qui ont mis leurs couilles sur la table, qui ont tout donné. Et malheureusement, le Lightning, hein, qui avait, selon moi, plus de talent brut, mais les Panthers qui se sont bien battus malgré tout. Et les Hurricanes, on se disait que ça allait peut-être pas être aussi facile que qu'est-ce qu'on le croyait. Et puis les Predators ont quand même donné là, du fil à retordre à cette équipe-là. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'on retrouve deux équipes qui ont du talent et deux équipes aussi qui ont, je crois, beaucoup de grit. Oui. Puis que ça va se battre coûte que coûte dans cette série-là. Évidemment, le Lightning, je pense que l'expérience ne ment Mhm. pas. Là. C'est quand même les champions en titre de la Coupe Stanley et ils ont parmi dans leur rang, là, je veux dire, c'est des canons offensifs, c'est du talent brut. Et le le retour de Nikita Kucherov, on ne peut pas passer à côté Ouais. de ça. Ça a été 3 buts, 8 aides. Il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question puis qui étaient un petit peu fâchés à savoir, Kucherov, il est arrivé au premier match comme si ça faisait 3 mois qu'il était prêt. Moi aussi, Ouais. on se Le l'était grand dit, là, blessé, là. mon grand Ouais. quenouille, là. Ouais. Mais bon, je pense que pour le Lightning, ça a été de jouer sur la fine ligne des règlements et peut-être que ce sera la Ligue nationale après ça de revoir parce qu'en Ouais. ce moment, on est largement au-dessus du plafond salarial. Mais c'est comme ça. Et ça a été à Julien Brisebois de bien faire son travail et c'est ça. Dans le fond, on ne peut pas, on joue sur les limites. C'est Puis ça. les règlements sont inventés, comme dirait mon ami Meeker, pour être contournés. Exact. Alors, Tout à fait raison. fait que c'est ça. Puis du côté des Hurricanes, moi, je trouve que c'est quand même, je ne m'attends pas à une série facile parce que c'est une équipe qui a énormément de résilience. On l'a dit avant le premier tour. Là. Et moi, je pense que c'est une équipe que j'adore voir dirigée par Rob Brindamour qui Ouais. fait un travail extraordinaire puis qui pousse ces gars-là soir après soir. C'est quand même
2 fois, on est revenu contre les Predators. On tirait de l'arrière en troisième période et on a réussi à revenir dans le match. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'en 2019, les Hurricanes avaient battu les champions en titre de la Coupe Stanley, les Capitals, pour se rendre finalement en finale de l'Est. Alors, est-ce qu'ils pourraient créer la surprise dans cette série-là? Je ne le sais pas. Ça va être difficile. Et ça va être difficile aussi de battre les Hurricanes à domicile, hein, parce que je pense que les Partisans jouent un vraiment grand rôle dans les succès des Hurricanes. 3 victoires en 3 matchs à domicile. Donc, peut-être que ça aussi, ça va être un avantage du côté de la Caroline. Et j'ai mention spéciale à un frère d'un joueur du Canadien, M. Stahl, hein, qui est pour moi l'homme à tout faire. Tu sais, oui, Sébastien Aho qui a le talent brut du côté des Hurricanes, mais Stahl qui est un gars qui joue en avantage numérique, en désavantage numérique, qui est capable de, tu sais, qui est dans le top 6 à force égale. Il est de tous les combats et ça sert très bien la Caroline là, jusqu'à présent. Mais je me dois de donner l'avantage au Lightning. Je pense qu'Andrei Vasilevski aussi, qui est tout feu, tout flamme, là, qui est bloqué 37 lancés, c'est ça, ça ne sera pas facile, là, mais qui est capable de se dresser devant les 37 tirs de la Caroline. Et aussi le Lightning qui est très fort en avantage numérique, là, qui a démontré 40 d'efficacité. Oui. Fait que pour moi, j'ai mis le Lightning en 6, Simon. Je l'ai mis en 6. Ouais, moi aussi, j'avais mis le Lightning en 6. Ben, j'ai mis le Lightning en 6. Puis, ce que j'avais retenu aussi dans la série contre le Lightning contre les Panthers, c'est que ça avait brassé. Ouais. Il y a eu des matchs qui étaient. Il y a eu quelques petits coups salauds, on s'en souvient, sur Sergachev, aussi Kucherov qui a reçu quelques petits. Mais ils ont eu du caractère, vraiment. J'ai bien aimé. Ils ont été capables de répondre, non seulement en marquant, comme tu dis, en avantage numérique, mais il y a aussi. Ils ont été capables de marquer tout simplement. Tu sais, quand ça comptait, ils ont été capables de trouver le fond du filet. Puis j'avais aimé ce que les Panthers ont fait. Bon, ils ont décidé de donner le filet à Spencer Knight. J'étais content quand même de le voir parce que c'est un gardien que j'aime bien. Puis il a réussi à stopper la première fois. Match numéro 5, il a réussi à stopper les canons du Lightning. Mais malheureusement, la crème, encore une fois, est remontée sur le petit lait, comme on dit. Puis Lightning a gagné ça. Puis les Hurricanes, je suis d'accord. Puis j'ai été surpris que les Predators amènent ça 4 fois en prolongation quand même. On se demandait est-ce que l'attaque est capable de donner du fil à retordre aux Hurricanes. Puis oui, il y en a eu un petit peu. Puis, mais Jordan Stahl, moi, c'est ça. Ça a été mon X-Factor, si tu veux, de la série, là, si j'utilise le terme anglais, parce que c'est plus le Jordan Stahl des années à Pittsburgh, mais c'est un gars qui est extrêmement compétitif, beaucoup d'expérience. Puis pas juste lui aussi, les jeunes Nekash, Svechnikov, Aho, ils ont eu des matchs des séries éliminatoires dans les dernières années. Fait que, ça rentre un moment donné dans le bagage. Mais oui, le Lightning, je pense que c'est les Hurricanes version pimpée, là, un petit peu. Tout ce que les Hurricanes ont, le Lightning, là, un peu plus. Puis malheureusement, hier, c'est ça, c'est Nedeljkovic devant le filet qui est un petit peu mal placé, qui fait la différence. Ça se finit 2-1 des matchs serrés, mais malheureusement, c'est difficile à battre le Lightning. Je les ai en 6 aussi. Puis c'est pas parce qu'on n'aime pas les Hurricanes, leur façon de jouer, mais... Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est la seule prédiction. On se rappelle que j'avais changé parce qu'au départ, j'avais mis Hurricanes en 5. Puis en y repensant, j'étais comme, je sais pas. Puis finalement, les Predators ont quand même tenu leur bout aussi là-dedans. Mais tu le dis, tu sais, pour moi, Jordan Stahl, c'est à croire. On ne sait pas ce qu'ils mettent dans l'eau chez les Stars quand ils étaient jeunes ou dans le lait maternel. Ne pas sous-estimer le lait maternel chez cette famille, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qu'il y avait là-dedans. Petite potion d'Astérix. Eric Stahl n'est peut-être pas le joueur d'antan et peut-être qu'on s'attendait à plus de lui, mais c'est des gars qui ont le talent brut, qui avaient le talent brut quand ils étaient plus jeunes aussi, mais c'est des gars qui ont continué à travailler extrêmement fort. Puis moi, c'est ce que j'aime chez un joueur de hockey. Peut-être que là, Eric Stahl est peut-être rendu à sa saison de trop, qui sait, mais c'est un gars qui, encore, dans les dernières années, rendait de très fiers services. Puis regardez ses statistiques dans les années précédentes. C'est un gars qui, tu sais, nous, on l'avait pris dans notre pool, Simon, parce que c'est un gars qui démontre la constance. Et son frère Jordan, c'est ça. Ça a été un de mes joueurs favoris dans cette série-là parce que on dirait que c'est un joueur qui a été taillé sur mesure pour les séries éliminatoires.
Il est de tous les combats. Moi, c'est ce que j'aime. Je suis un joueur de hockey. Puis malgré que, justement, je pense que le Lightning a beaucoup plus de talent, à forces égales, ben, je pense que c'est un joueur qui n'aura pas à devoir se regarder dans le miroir là, si les Hurricanes perdent ça. Là. C'est ça. Puis en plus de ça, il avait marqué un gros but en prolongation au Oui. 5e match. Fait que, ça montre qu'il est là, il est clutch, comme on dit. On va passer maintenant à la section Est, les Bruins et les Islanders. Ça aussi, c'est une série. Ben, on aurait perdu notre argent parce qu'on avait gagé pour les Pingouins, là, mais je pense qu'il va falloir qu'on revoie nos stratégies parce que les Islanders, c'est rendu une équipe que là, c'est ça, on ne peut plus gager contre eux. Là. Ils sont tannants avec Barry Trotz, puis ils ont une équipe de travaillants. Premier match, les Bruins ont gagné, mais je pense pas que ça va être un balayage, là, comme on dit dans cette série-là. Je pense que ça va prendre une couple de matchs là, avant de dispatcher ça. Là. Ouais, je pense que c'est une des séries qui va le plus retenir mon attention dans ce deuxième tour-là, parce qu'on l'avait dit, dans cette section Est-là, c'est le classement, en fait. C'est là où il y avait le plus de talent à force égale. Là, entre la première et la quatrième place, il y avait seulement 6 points qui les séparaient. C'était pour moi la section la plus talentueuse et la plus difficile pour se tailler une place en séries éliminatoires parce qu'il y avait tellement de clubs qui avaient beaucoup de talent, mais aussi des clubs très, très travaillants. Puis je l'avais dit, j'avais mis les Pingouins finalement en 7, mais j'avais dit à quel point je trouvais que les Islanders avaient fait un travail incroyable. Pour moi, Barry Trotz réussit à, soir après soir, tirer son épingle du jeu. Il a réussi à sortir en ses défenseurs, qu'on ne pensait peut-être pas avoir une défensive aussi efficace que ça. Il a réussi à mettre des gars qui n'avaient pas leur nom sur la map, mettre leur nom sur la map hockey, puis c'est ça qui fait la beauté des Islanders. C'est un club qui, sur papier, n'est peut-être pas le plus flamboyant, mais qui réussissent soir après soir à faire le travail, puis c'est pas rien. Là. Contre les Penguins de Pittsburgh, il faut le faire pareil. Fait que pour moi, j'ai de la misère à parier contre les Islanders, mais d'un autre côté, les Bruins ont une machine offensive qui s'est améliorée avec l'arrivée de Taylor Hall. On se le demandait. Est-ce que Taylor Hall va pouvoir revenir un joueur des beaux jours? Et il l'a prouvé. 3 buts, 1 passe, différentiel de +2, efficace en avantage numérique. Et là, les Islanders, en ont déjà eu plein les bras avec l'attaque des Pingouins qui est diversifiée. Mais là, tu as Pasternak, tu as Bergeron, tu as Hall, tu as Marchand, tu as DeBrusk. Tu as des gars qui sont capables de faire le travail. Tu as une équipe de profondeur. J'adore cette équipe-là, mais pour moi, ça va être difficile de les contenir. Ça va être difficile aussi parce que la défensive des Bruins, pour moi, est nettement meilleure que celle des Islanders. Puis ces deux équipes, j'ai de la misère parce que c'est deux équipes qui ont des similarités. C'est des équipes qui sont extrêmement structurées. Qui ont beaucoup de discipline, qui sont un peu, les Bruins, c'est pas les Big Bad Bruins d'antan, mais c'est les Bruins, année après année, on dirait qu'ils sont taillés aussi sur mesure pour les séries éliminatoires, mais les Islanders aussi, puis ils réussissent à tirer leur épingle du jeu dans les dernières années depuis l'arrivée de Barry Trotz. Deux équipes qui ont beaucoup de grit aussi. C'est deux équipes qui ont de la résilience, mais pour moi, l'avantage des Bruins va être aussi devant le filet. Parce que Tuukka Rask, on l'a vu là, dans la première série, moyenne de buts alloués de 1,81 puis un pourcentage d'efficacité de 941. Quoique Varlamov a connu une bonne saison, mais là, on ne sait pas s'il va être capable de revenir. Sorokin, qui est un gardien que j'aime beaucoup, mais qui a peu d'expérience. Puis pour moi, les Islanders aussi, où est-ce que ça va se corser, c'est qu'on va devoir diversifier notre attaque. Oui, des gens, Gabriel Pajot ont donné, d'Anthony Beauvillier ont donné de fiers services à cette équipe-là tout au long de la saison. Mais là, Trotz le dit après le premier match, je veux en voir plus de Barzal. Puis Barry Trotz aussi, là, qui n'écarte pas la possibilité de changer, là, de brasser la soupe dans ses trios. J'ai hâte de voir, mais j'ai mis Bruins en 7. Je pense que cette série-là va se rendre à la limite, mais je vais donner l'avantage aux Bruins là-dedans. Oui, moi aussi, j'ai les Bruins en 7. Puis, ce que j'ai trouvé des Bruins dans la première ronde, c'est que les Capitals, on avait fait un peu le portrait des deux équipes, puis on disait que c'était aussi deux équipes qui se ressemblaient. Puis les Bruins, c'est une équipe de gamers. C'est ça qui arrive, c'est que t'as beau
t'as beau les mettre contre n'importe qui, ils vont toujours quand même trouver une façon de. Tu sais, ils vont peut-être pas gagner toutes les séries, mais ils vont trouver une façon de te rendre ça compétitif. Puis les Capitals, au début, il y a eu les trois premiers matchs ont été en prolongation. Fait que ça aurait pu revirer d'un côté comme de l'autre, mais les Bruins, quand ça comptait, quand ils ont pris les devants 2-1, puis le match suivant, le quatrième match, ils ont donné aucune chance aux Capitals. Puis je pense que c'est ça. C'est une équipe qui, encore une fois, on ne voulait pas gager contre les Penguins, mais on ne veut pas gager contre les Bruins. Puis je sais que c'est difficile à Montréal d'aimer les Bruins parce qu'il y a comme une rivalité naturelle, mais c'est une équipe qui est tellement quand tu regardes cette équipe-là en série, c'est tellement plaisant à regarder cette équipe-là parce qu'ils jouent de toutes les façons. Fait que, ouais, les Bruins, puis Rask a supplanté Samsonov, malheureusement, la recrue qui a fait quelques erreurs, qui a accordé quelques petits savons, comme j'appelle. Fait que ça a été une belle victoire des Bruins. Puis les Highlanders, en contrepartie, ça a été. Eux aussi, c'est ça, on parlait d'un travail de comité, mais c'est ça, c'est que à part Barzal, qui est peut-être la vraie vedette de cette équipe-là à l'attaque, c'est des gars comme Josh Bailey, que moi j'adore, qu'il va avoir presque 1000 matchs dans la Ligue nationale, puis on dirait qu'on n'entend jamais parler. Puis là, tu te ramasses, après tu descends les trios, puis tu as Eberle qui est capable d'être là, tu as Beauvillier, toujours tannant en série, après tu as Pajot. Là, tu rajoutes à ça Palmieri. Puis là, tu t'en vas en défensive. Puis là, encore une fois, là, ça, c'est des Ryan Pollock qui sont très bons. Adam Pelleck qui est très bon. Andy Green, le vieux routier aussi. On dirait que c'est tous des gars qui ont quelque chose à prouver. Fait qu'ils se mettent tous ensemble. Puis on va faire mal. On va s'arranger pour faire taire les dénigreurs. Ça, c'est le fun. Puis Barry Trotz aussi, on dirait qu'il entretient un peu ça aussi. Fait que c'est plaisant. Est-ce que Sorokin, comme tu dis, est-ce que Sorokin va faire la différence? C'est ça, c'est là que j'ai de la misère. Je pense que malheureusement, je pense que Sorokin peut faire les arrêts. Je pense qu'il peut aider les Highlanders à se rendre loin, à donner une série intéressante. Mais si ça va dans un 7e match, j'ai de la misère à gager contre les Blues encore. On avait de la misère à gager contre les Penguins, mais non, je ne peux pas gager contre les Blues. Puis si les Highlanders gagnent, ben tant mieux parce que, encore une fois, ils vont nous avoir donné une petite claque au visage malgré tout. On n'arrête pas de dire à quel point on aime justement les gars qui ont peut-être pas le talent et les mains des plus grandes vedettes de la Ligue nationale, mais qui travaillent soir après soir, qui réussissent à trouver une façon que ça fonctionne. Je te dis, je tâche ça de m'acheter un chandail des Highlanders. Depuis l'arrivée de Barry Trotz, je trouve ça incroyable. Puis je pense que c'est drôle un peu, j'ai envie de faire la comparaison avec le Canadien Maple Leafs, devant le filet. Tu as, oui, Jack Campbell qui connaît des bons moments, qui profite d'une défensive aussi, qui est capable de repousser le trafic devant le filet. Ouais. Mais quand les enjeux deviennent plus grands, c'est là que tu vois qu'un gars comme Carey Price, il est extrêmement précieux devant le filet, puis un Tuukka Rask, peu importe ce qui s'est passé la saison dernière et tout, c'est un gars qui, en plus, en série, est capable d'en donner. C'est un gars qui est solide. Il profite, oui, d'une bonne défensive, mais au final, je pense que un contre un, je prends Rask, puis c'est un des grands avantages des Bruins. Puis tu le dis, Sim, c'est drôle, j'en parlais hier avec une amie qui venait tout juste de savoir que j'étais journaliste sportive parce que je fais du surf à la Vague-à-Guy, puis on était dans le line-up. Bref, on parlait de ça, puis elle me demandait c'était qui mes équipes, à part le Canadien. Puis j'étais comme, je peux plus être vraiment fan du Canadien. C'était sûr que c'était mon équipe. Puis là, je commençais à déblatérer. Je sortais les Golden Knights que je disais que j'aimais beaucoup depuis leur arrivée dans la Ligue nationale. Puis j'ai fini avec les Bruins. J'étais comme, je serais pas supposée, je veux dire, là, tu vas me trouver étrange, mais les Bruins en série, même en saison, mais en série, puis je pense que d'un côté, les Highlanders bénéficient d'un très bon entraîneur et c'est peut-être ça qui fait en sorte que ça marche, mais des gars aussi qui semblent avoir du plaisir à jouer ensemble. Mais du côté des Bruins, moi, je pense qu'il fait la grosse différence, c'est le leadership. Pour moi, le leadership de cette équipe-là est A1. Et oui, on avait des questionnements par rapport au départ de Chara, mais Bergeron, même s'il ne portait pas le C nécessairement depuis les dernières saisons, c'était sûr que ça allait être lui, puis c'était sûr qu'il allait juste reprendre le flambeau, puis c'était comme si le flambeau avait même pas changé de main parce qu'il était tellement habitué de travailler
main dans la main avec Zdeno Chara, que ça n'a même pas paru qu'il est parti. Fait que non, puis j'ai trouvé ça vraiment beau aussi de voir, en fin de série entre les Capitals et les Bruins, les accolades qu'il y a eu. Je ne sais pas si les gens ont eu la chance de regarder, si vous allez voir les articles qui se sont faits, les chroniques dans le Boston Globe, c'était ça. C'est comme, oui, la compétition, mais à la fin de tout ça, on est des frères, puis on va rester des frères. Puis j'ai trouvé ça vraiment touchant de comme, hey, on y va pas pour la poignée de main, là, je vais te faire un hug, puis tu sais, je suis content de te voir, puis j'étais content de jouer contre toi. Ben oui. Puis on dirait peut-être, juste en terminant, on dirait que depuis, moi, depuis que je suis journaliste sportif, peut-être que ça te rejoint aussi, on dirait que ma haine des Bruins est partie. On dirait que c'est une équipe que j'apprends à aimer. Puis je comprends les partisans des Bruins à Montréal qui sont des fans de cette équipe-là depuis les années 60-70. Maintenant, je me dis, ouais, c'est une équipe qui a toujours bien géré ses affaires, on dirait, depuis plusieurs années. Fait que... Puis même en tant que partisan, au-delà d'être un partisan, pour les amateurs de hockey en général, tu peux pas dénier que cette équipe-là te donne du bon hockey année après année. Puis ça, c'est tough. Là. Dans la Ligue nationale moderne, là, c'est difficile là, de connaître autant de succès année après année. Chapeau aux organisations, mais aussi chapeau à ces joueurs-là qui, des Patrice Bergeron qui sont sacoches. Pour vrai, j'aimerais ça prendre le temps de m'asseoir avec un gars comme Patrice Bergeron un jour. Là, tu le dis, je pense que notre métier de journaliste nous amène à penser un peu plus au-delà des stats, à essayer de comprendre, OK, mais ce gars-là, sa mentalité, c'est ça qui fait en sorte que c'est un bon joueur de hockey saison après saison, comme ça. Fait que, Patrice, si tu entends ça, du café à ton retour à Montréal, petit article, j'aimerais bien ça. On lui relayera la vidéo. Voilà, taguez-le. Oui, effectivement. On va passer par la section nord parce qu'on l'a dit tantôt, on allait la garder pour la fin. On va passer à la section ouest. Puis, c'est une série qu'on attendait, Avalanche Golden Knights. C'est peut-être pas le premier match qu'on attendait. Ça a été une bonne varlope, comme on dit dans le jargon. Mais l'Avalanche Golden Knights, c'est quand même deux équipes qui... ça finira pas 7-1 à tous les soirs, là, quand même. Fait que, moi, c'est une série c'est la série que je vais surveiller. J'espère que ça ne va pas se finir en 4. Là, mais bon, tant pis. Je me mets les deux mains entre la tête comme ça, là, parce que... Dans le mode de bord, là, let's go. C'est ça. Qu'est-ce que je t'avais dit, Simon? Qu'est-ce que je t'avais dit? La gestion devant le filet. C'est ça. Peter DeBoer, pouvez-vous y enlever le droit de choisir qui sera devant le filet, s'il vous plaît? Saint-Seigneur, soyons sérieux, s'il vous plaît. Marc-André Fleury, qui te rend de fiers services, qui n'a peut-être pas été aussi constant que tu te l'attendais, tu le reposes lors du premier. Guys, les gens, moi, j'avais dit, je pense que j'ai l'impression que la finale de la Coupe Stanley se joue là parce que ça va être du méchant hockey. Un gars qui carbure à la compétition et au défi autant que Marc-André Fleury, tu le laisses sur le banc. Excuse-moi. Au moins, il y a eu la décence de ne pas l'envoyer en backup plan. Non, mais soyons sérieux. Seigneur, Peter DeBoer, je suis... Tu sais, pourquoi Gérard Galland a perdu son job? Je ne comprends pas. Les gars aimaient tellement en plus Gérard Galland. Les gars de Vegas étaient sur les faufounes d'apprendre le congédiement de Gérard Galland parce que M. DeBoer, avec qui il n'a pas fait grand-chose avec les Sharks, on va le dire. Non. Puis là, fait une gestion de même devant le but? Non, s'il vous plaît. Pour vrai, les Golden Knights méritent de perdre juste en raison de l'incompétence de Peter DeBoer. Mais ça, je ne le souhaite pas aux joueurs des Golden Knights parce que c'est un bon club. Oui. Mais pour de vrai, là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Peter DeBoer si les Golden Knights perdent. J'ai hâte. Mais Gérard Galland est disponible? Ouais. Non, je dis rien. En tout cas, une entrée en matière vraiment plus difficile qu'anticipée là, pour les Golden Knights. C'est le cas de le dire, oui. 7-1. Hey, c'est gênant. Puis ça part mal pour le moral parce que les Golden Knights se sont rendus à la limite aussi avec le Wild. Puis
on l'avait dit, ne pas sous-estimer le Wild. Le Wild avait aussi très bien fait face aux Golden Knights en saison régulière. Et on s'est fait chauffer les faufounes, puis pas à peu près. Et là, on commence la série comme ça. Je vois mal comment les Golden Knights vont pouvoir se sortir de ce bourbier-là parce que l'Avalanche, je te le disais la dernière fois, la machine à scorer. La machine à scorer. McKinnon, Landeskog, premier match, 2 buts, une passe. Tu te retrouves avec une puissance offensive. McKinnon, Rantanen, 24 points en 4 matchs. Aïe, aïe. L'Avalanche qui a réussi à inscrire 20 buts en 4 matchs et n'en ont accordé que 7. Exact. Les unités spéciales qui fonctionnent à la tonne, autant en avantage numérique qu'en désavantage numérique. C'est pourtant les 2 meilleures équipes de l'Ouest. Ouais. Ça a été serré parce que, oui, les Golden Knights s'en sont tirés avec une fiche de 4-3-1. Mais quand on regarde ça, c'est un peu comme du 4-4. C'est pour ça que j'étais excitée de voir cette série-là. Mais là, les Golden Knights arrivent un peu la langue à terre, essoufflés. Ils ont joué 7 matchs. Colorado est reposé depuis 8 jours. Eux ont seulement eu une journée de repos. Ça va être compliqué. Puis, devant le but, Philippe Grubauer qui continue sa saison, de sa meilleure saison en carrière, 5 victoires. Moyenne de buts alloués de 1,60, un pourcentage d'efficacité de 941. Puis après ça, tu regardes la défensive. Tu as des gars, tu as une puissance offensive, mais tu as des gars comme Cale Makar qui a déjà 3 passes dans le match d'hier, qui sont capables d'améliorer cette offensive-là si jamais elle se retrouve en panne un peu sèche. Puis après ça, tu regardes, tu déboules l'alignement, tu as des gars comme Girard, pour moi, je l'ai dit en entrée de jeu, mais pour moi, c'est la formation la plus équilibrée. Moi, j'ai mis l'Avalanche gagnante de la Coupe Stanley, puis ça va être difficile, je crois, de passer à travers ce deuxième tour-là. Du côté de Las Vegas, par exemple, c'est une équipe qui est très résiliente, c'est une équipe qui a du caractère, c'est une équipe qui a une attaque diversifiée, mais on va devoir être capable de contenir cette puissante attaque-là qui est l'Avalanche, puis ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Ouais. Fait que tu as l'Avalanche en. Oh oui, en mon 4? Dieu, j'ai même pas donné ma prédiction. Je l'avais faite avant le match parce que c'est ça, on s'était dit qu'on enregistrait aujourd'hui puis on n'a pas de tricherie. Non. Fait que moi, j'avais mis l'Avalanche en 6. Fait que je vais garder ça comme ça, mais comment ça part? Ça part très mal. Très mal. Oui. Moi, j'ai l'Avalanche en 7. Puis là, c'est ça, on ne triche pas. L'Avalanche en 7, est-ce que ça va se rendre jusque-là? On ne le sait pas. Mais moi, ce que j'ai aimé de l'Avalanche dans la première série contre les Blues, puis on parlait peut-être de l'effet physique des Blues, qui allait peut-être vouloir brasser les gars de l'Avalanche. Puis dès la première période, quand Landeskog a jeté les gants contre Brayden Schenn, puis a donné une petite volée, là, ça c'est terminé. Il y a plus. L'Avalanche, on dirait qu'il n'a plus été intimidé à ce moment-là. Puis c'est les Blues, c'est un rouleau compresseur. On va passer sur le corps. Puis Binnington qui a essayé d'aller se pogner avec Grubauer, puis tout ça, il n'y a rien qui fonctionnait. Puis j'ai pas aimé la mise en échec de Kadri. Il méritait une suspension sévère. Il l'a eu 8 matchs parfaits. Mais Absolument. Je pense qu'il y a ce edge-là physique de l'Avalanche aussi, qui est peut-être qu'on sous-estime un peu. Parce que il y a des gars qui sont un peu tannants à affronter, tu sais, des Pierre-Édouard Bellemare, même Donskoy, tu sais, c'est des gars qui ont du talent, mais qui sont aussi, qui ont du grit, qui sont tannants. Fait que l'Avalanche a cette dimension-là, peut-être qu'on les voit tourner, puis on dit, tu sais, c'est les Ice Capades, quasiment, sont tellement beaux à voir aller. En avantage numérique, c'est magnifique. Mais ils sont capables de jouer, puis c'est ça, ils sont équilibrés, puis ils sont capables de jouer physique aussi. Puis j'ai l'impression que les Golden Knights, ce qui est arrivé pour eux, après leur victoire au 4e match contre le Wild, je pense j'ai l'impression que ils se sont dit c'est terminé cette série-là. Ça fait 3 de suite qu'on gagne contre le Wild, on va les laver. Puis là, ils ont commencé à l'échapper un petit peu. Puis là, il a fallu que ça revienne au 7e match avec une performance convaincante. C'est sûr que Talbot avait été sensationnel. Il y a un match, je pense que c'est le match numéro 5, qui avait fait 22 arrêts en deuxième période. Oui, OK, mais ça reste que quand tu fais 40-45 lancés, à un moment donné, il faut que tu la mettes dedans aussi. Puis les Golden Knights ne l'avaient pas fait.
Fait que moi, je pense que ça part mal, comme tu dis. J'ai peur de ma prédiction en 7. Est-ce que ça va se rendre là? Puis Ouais. le premier trio de l'Avalanche avec McKinnon, Rantanen puis Landeskog, on dirait qu'ils sont en Gros symbiose. stock. On dirait les jumeaux Céline, mais là, c'est les triplés. On dirait qu'ils se connaissent depuis leur enfance. C'est incroyable les jeux qu'ils font les trois ensemble. Tu sais, des fois, on le dit, moi, je le dis, des fois, la chimie, c'est parfois plus fort que le talent. Mais là, Ouais. imagine quand tu as la chimie et le talent en plus de ça, une cohésion exemplaire, ça va être très difficile. Ouais. Et je vais sortir ce tweet de mon cher ami Maxime Vanout, qu'on salue, parce que Max, mon Dieu, Max, mais Simon, non, mais Max Simon, aussi. voilà. Simon, j'en avais parlé, j'arrête pas de le dire. Moi, Nathan McKinnon, Oui. c'est Nathan McKinnon. Et pour moi, c'est un joueur qui est extrêmement complet et c'est là qu'on a la chance de le voir. Maxime dit Nathan McKinnon est-il à Connor McDavid ce que Tom Brady était à Peyton Manning au début des années 2000? Ouais. L'un est clairement le meilleur de la Ligue en saison et l'autre est clairement le meilleur de la Ligue en séries éliminatoires. Ce gars-là, je l'avais dit à notre premier podcast, Sim, est clutch et soulève son équipe par des performances inspirées quand il en a besoin. Tu le dis, la symbiose, la chimie. Pour moi, c'est un gars qui a énormément de leadership dans ce vestiaire-là. Et je l'avais dit aussi, j'ai envie de voir un Nathan McKinnon capitaliser sur la fenêtre de l'Avalanche en ce moment parce que ça fait longtemps qu'on attend l'Avalanche. On l'attendait l'année passée. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Et cette année, pour moi, j'aimerais voir un Nathan McKinnon soulever la coupe comme j'ai aimé voir un Ovechkin soulever la coupe. Puis je pense que Nathan McKinnon en est conscient, puis c'est là aussi que ça devient extrêmement dangereux parce qu'un gars de ce talent-là, quand entre les deux oreilles, il est fixé sur son objectif, c'est là aussi que la marmite va exploser. Là. Oui, puis l'Avalanche, c'est non seulement la fenêtre était ouverte l'année passée, mais elle est peut-être encore ouverte pour 2, 3, 4 ans. Même McKinnon a un contrat de 6,3 millions, je pense, pendant les 2 autres années suivantes. Fait que la fenêtre tu est regardes là. aussi les jeunes espoirs qui s'en viennent. Ouais. Ça va être intéressant à l'heure aussi. Là. Puis on en a vu, en plus de ça, Newhook qui a joué, Ranta qui a joué hier son premier match que moi j'avais adoré avec les Golden Gophers du Minnesota dans la NCAA. Byram qu'on n'a même pas égratigné à la surface. Et tu sais quoi? Et tu sais quoi, Sim? Ça, là, j'aime ça du côté de l'Avalanche. Kel McCarr, là, ses premiers matchs, là, il les a joués quand? En série. En séries éliminatoires. Le gars n'avait jamais mis des pieds dans la Ligue nationale, contrairement à notre cher Canadien de Montréal. L'Avalanche comprend que c'est peut-être des joueurs qui vont nous amener un souffle nouveau puis qui vont être capables de... Tu sais, c'est des gars qui ont quand même de l'expérience dans des gros tournois comme le championnat mondial junior de hockey puis qui sont capables de t'en donner quand c'est important. Puis des fois, d'amener un souffle nouveau à ton organisation, même si, hey, tu as une organisation bourrée de talent. Exact. Mais non, on choisit de faire confiance à nos jeunes parce qu'on veut que ce noyau-là, que cette fenêtre-là, elle soit ouverte pour les 3-4 prochaines années. On ne se dit pas, hey, on va capitaliser là-dessus en ce moment, puis après ça, on fera une reconstruction. Ben non. En tout cas. Eux autres, ils ont reconstruit déjà l'Avalanche, ils ont reconstruit il y a quelques oui. années, puis là, c'est ça. Là, ils sont là, puis c'est pour ça qu'à toutes les années, on se dit, hey, ils ont le club pour se rendre loin. Ben, c'est ça. T'sais, à un moment donné, je comprends les gens qui ne veulent peut-être pas une reconstruction ou des choses comme ça, que ce soit à Montréal ou ailleurs, mais des fois, pour élever ton équipe, puis il faut que tu passes par en dessous. C'est peut-être pas toujours la bonne recette. Il y a des gens qui me mentionnent souvent les Sabres, les Oilers. Ouais, ben OK, ben. Il y a Toronto qu'on va parler dans quelques instants. Ils ont visité la cave pendant plusieurs années. Puis là, en ce moment, ils font les séries régulièrement. Ils sont dans les tops sans nécessairement dire qu'ils vont gagner la coupe, mais ils sont là. Après, c'est d'entourer tout ça. Mais moi, je suis d'accord. Si on est pour faire jouer les jeunes, comme l'Avalanche, tu dis, si on est pour faire jouer les jeunes, bien, faisons-les jouer parce qu'on a déjà un bon noyau qui est capable de, comme je le disais dans la première vidéo, moi, j'évalue une équipe avec 6 attaquants, 3 defs puis un goaler. C'était 10 gars, c'était 10 joueurs du noyau, c'est ceux qui sont supposés driver ton équipe.
après ça, les gars que tu ajoutes là-dedans, ben, si c'est des jeunes, pourquoi pas? Si ton noyau est Exact. fort, ça c'est pas supposé déranger. Mais bon, ça, Regarde, c'est une philosophie qu'on a, on mais. devrait être consultant pour des équipes de hockey. Je dis ça, Ah, je dis rien, là, mais en tout cas. euh, ben, fait que c'est ça. Fait qu'on a l'Avalanche en 7 et en 6. Maintenant, ben, on va passer à la. Ben, là, c'est ça, exactement. C'est la section Nord. Le Canadien et les Maple Leafs jouent ce soir. La vidéo va être publiée tantôt. Fait que le match ne va pas avoir été disputé encore. Déjà surprenant que ce soit un septième match. En tout cas, pour moi, je pense qu'on s'en était parlé la première vidéo aussi. On était surpris. Qu'est-ce qu'on Ben, a surtout, attends, là, des surprises. La section Nord, c'est ça. Ben de la surprise. De oui. un, les Jets en 4. Pardon. Mm-hmm. Pardon. On s'était dit en plus, c'est comme la série qu'on va moins regarder parce que, tu sais, on sait, là, les Jets sont arrivés la langue à terre, puis les Oilers, puis tu sais, McDavid prend peut-être un petit peu plus de place, tu sais, prend peut-être plus son rôle de leader, pas à cœur, mais peut-être qu'il est plus à l'aise dans ce rôle-là. On voyait ça, bon, Oilers en 5, 6, ça va être correct. Ouais. Pardon. Les Jets de 1 en 4. De 2, Canadiens qui poussent ça en 7. J'ai mon voyage. J'ai mon voyage, puis d'un autre côté, Sim, ça m'a rendu heureuse. Ça m'a rendu heureuse que le Canadien soit en mesure de présenter un match devant 2500 personnes au Centre Bell. J'ai eu la chance d'y assister, puis t'as beau pas aimer le sport dans la vie, mais tu peux pas être indifférent à ça. Le sport, à la base, c'est pour ça que je l'aime. C'est parce que ça permet de rassembler une société qui est bien trop souvent divisée sur des sujets comme la politique, la religion, etc., etc. Puis je pense que dans les derniers mois aussi, on a tellement été divisés sur tout ce qui entourait la pandémie, les vaccins, les masques, etc., etc. Fait que je trouvais ça beau de voir que les gens, pour une fois, étaient rassemblés et derrière toute une équipe, la même équipe, qu'on était bras dessus, bras dessous, dehors du Centre Bell, que les gens s'étaient déplacés aussi pour vivre cette atmosphère-là parce que les billets étaient assez chers, là, fait que c'était pas tout le monde qui pouvait se permettre d'être là, mais je suis contente parce que je me disais, est-ce que ça va être une motivation, pour moi, pour le Canadien, de savoir ça avant la série, ta motivation, elle est là. Puis, ce que j'avais vu lundi, mardi, là, c'était un club qui était éteint. Je parle de lundi, mardi, mais c'était les matchs 3 et 4. Là. Ouais. C'était un club qui était éteint, qui avait pas de motivation, pas de, j'avais de la misère à m'expliquer ce qui se passait sur la glace entre les gars. Je voyais pas de leadership. Puis, moi, ce qui me dérange, je pense, du côté du Canadien, c'est que je crois que le leadership qui est en place avec des gars comme Weber et Price, puis là, je dis ça, je parle à travers mon chapeau parce que je ne joue pas dans cette équipe-là, mais pour moi, c'est un leadership qui se fait vieux jeu. Un leadership qui est pas basé sur la communication. Quand tu as tellement de jeunes dans ton club et on n'arrête pas de parler à quel point les jeunes veulent la communication, en ont besoin de cette communication-là. Moi, je pense que des gars comme Price et Weber, oui, peuvent faire une grosse différence, mais peut-être devraient revoir leur tactique de comment ils exercent ce leadership-là. Puis, dans le match numéro 5 puis dans le match numéro 6, ça a été complètement différent. Et de ce qu'on a su, il y a eu une réunion avant le 5e match. Ah, on s'est parlé. Ah, ça a été différent. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Les vétérans ont verbalisé qu'ils avaient confiance entre les jeunes. Price, en conférence de presse, qui dit « I still have confidence in those guys ». Carey Price, qui est souriant en conférence de presse. Ça, pour les gens à la maison, c'est très rare. Tirer un sourire à Carey Price, c'est rare. Est-ce qu'on a changé notre façon de faire? Je ne le saurais pas. Je ne suis pas dans le vestiaire. Mais là, le momentum est du côté du Canadien. Et c'est intéressant de voir qu'on a réussi à pousser la série en 7 quand, pour moi, la fin de la 3e période et la prolongation ont été catastrophiques dans le match numéro 6 parce qu'on a décidé de surutiliser, de surtaxer notre top 4 de la défense. Pauvre Brett Kulak. On peut s'en parler, Simon? On dirait que je saute du coq à l'âne, mais pour moi, Brett Kulak ne connaissait pas un mauvais match. On aurait pu jouer à 5 défenseurs. Là.
Écoute, Gustafsson a fait peut-être des erreurs, puis on ne voulait pas prendre la chance. Mais Brett Kulak, là, aurait pu jouer. moi, les décisions de cette équipe-là, je me base même plus là-dessus parce que si on dirait que c'est. On dirait des fois que c'est de l'improvisation, tout simplement. Moi, Kulak, je pense pas que c'est un. Je pense pas que c'est un grand défenseur dans la Ligue nationale. Je pense que pour le Canadien, il est capable de jouer, il est capable d'être utile, il est capable d'y aller de temps en temps, un chiffre ou deux, là, une ronde. Là, mettons, tu fais jouer première paire, deuxième paire, puis après, tu shifts un peu. Là. Il y a moyen de le faire jouer. Il peut jouer à droite aussi. Ah, c'est comme Romanov aussi. Pourquoi Romanov ne joue pas? Ça, moi, je ne Oh, le comprends pas. Puis ça. c'est ça, moi, tu sais, Je ne veux pas je veux pas. spéculer, là. Puis je ne veux Mais, pas m'éterniser non plus là-dessus pendant 20 ans parce qu'on en mhm. aurait longtemps à dire. Mais il y a des décisions dans cette équipe-là c'est ça, qui sont un peu douteuses. On parlait des jeunes, tu parlais des jeunes justement avec l'Avalanche, puis le Canadien. Euh, si tu dis c'est bon pour l'expérience des jeunes de faire les séries, ben pourquoi ils ne sont pas dans la formation dans ce cas-là? Euh, tout me laisse croire dans cette série-là que Marc Bergevin essaie de sauver son emploi. C'est ça qui me dérange là-dedans. Puis moi, Mm. je vais faire mon mea culpa pour le Canadien à moitié. Parce que le Canadien, je pense encore que c'est une équipe qui n'aurait pas dû être en match numéro 7 en ce moment. Ouais. Puis la raison pourquoi je fais mon mea culpa à moitié, c'est parce qu'on l'avait dit que cette série-là, si Price gardait les filets comme Price, il y aurait des chances de gagner. Fait que c'est ça qui est arrivé. Price a volé 2 matchs. Il a volé le premier, puis celui de samedi, le 6e, surtout en prolongation. Là. Puis Price, en prolongation, a une fiche positive en carrière, là, en passant. Ouais. Je pense que c'est comme 10 ou 11-7 en prolongation. Fait que c'est un gars qui est là, puis il l'a encore prouvé. Puis il a fait taire tous ses détracteurs. Puis j'espère qu'il n'y a plus un chat qui va parler de Price en mal à partir d'aujourd'hui, parce que ce gars-là, il a perdu 10 ans de sa carrière avec une équipe qui n'a jamais rien donné. Puis il a toujours été au top. Puis là, on a un match numéro 7. Puis encore une fois, les Canadiens, je pense qu'ils vont gagner. Là, moi, j'avais dit le livre 105. Je pense que tu avais dit le livre 105 aussi. Je pense que Moi, le j'avais dit Canadien va Canadien gagner. en 7. OK, bon, Moi ben, aussi. je pense que le Canadien va gagner ce soir, juste à cause que là, Le tu gagnes. momentum. Oui, puis c'est ça, tu gagnes 2 matchs en prolongation très émotifs. Puis tu as le gars en arrière avec les grosses pads qui n'a pas l'air à être prêt à. Il se fait déjouer par des tirs qui dévient 14 fois avant que ça rentre. Fait que, à un moment donné, c'est pas. Ça se voit pas sa feuille. Là. Quand tu regardes les statistiques, puis là, il y a une moyenne de 2,33, puis ouais, mais regarde les buts, là, quand tu les regardes de visu, là, c'est des Ben tirs oui. qui dévient Ben à oui. gauche, à droite. Il se fait pas battre clean. Là. Fait Le, que, c'est exactement ça. En troisième, tu avais les Sherrod, les Weber qui étaient, mon Dieu, la langue à terre, ben qui oui. n'étaient pas incapables de sortir la rondelle du Mhm. territoire. C'était épouvantable. Ouais. Eric Stahl, qui malheureusement était épouvantable quand il a reçu les passes de Sherrod, qui étaient les seules belles passes qui sont arrivées en milieu de territoire défensif. Mais il semble qu'on apprend ça, quoi? Moustique, qu'on ne sort pas une rondelle dans le milieu, et surtout pas quand c'est Eric Stahl. Ouais. Maudit tabarnouche, ça. Puis les gars se mettaient, essayaient de tout faire pour bloquer des tirs. Je me disais, Petrie est épouvantable dans ce genre de situation-là. D'ailleurs, responsable de la déviation du deuxième but. Moi, je me disais, hey, moi et Price, là, puis c'est ça, le deuxième but, là, il était à ça de casser son bâton sa tête Ah, de Petrie parce que, mais qu'est-ce que tu fais? ouais. Hey! Hey! Arrête. Tente pas de bloquer des tirs. Tasse-toi. Couvre ton joueur. Tasse-toi. Arrête de bloquer la vue de ton gardien. Sherrod aussi tentait de tous les moyens de bloquer des tirs Exact. avec ses protèges tibia. Soyons Ah, sérieux. Puis arrêtez. Ça faisait en sorte que ça donnait des mauvais rebonds. Tassez-vous. Price va faire les. Puis c'est exactement ce qui est arrivé en prolongation. ouais. Weber et Sherrod sont devenus des cônes amovites qui faisaient juste mettre leur bâton. Puis Price a œuvré. Price a géré. Price qui s'occupe de récupérer la rondelle et de faire une relance offensive. Donc, Price est devenu un Un troisième troisième. défenseur. Mhm.
milieu de deuxième période, je pense que ceci est arrivé, ou en première, fin de première, en tout cas. Une des deux périodes dans le 6e match. Et ensuite, Carey Price, gestionnaire de cadran. Dans la prolongation, savait que ces gars avaient la langue à terre, fait qu'ils récupéraient les rondelles, les gardaient, faisaient pas de relance inutile, et c'est ce qui a servi. Ouais. Je ne veux plus jamais entendre personne dire Carey Price ne mérite pas ses 10,5 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, là, mais c'est un gardien qui, encore une fois, prouve que dans les moments importants, il est capable de faire le travail. Il m'a fait mentir. Sim, il m'a fait mentir. Et ce qu'on disait, puis ça a été dans les deux séries, là, je vais revenir à Jets Oilers, mais chez les Canadiens, c'était de stopper Matthews, Marner et d'installer le doute dans la tête des Leafs. Ouais. C'est exactement ce qu'on a fait. Match numéro 5, match numéro 6. Pour moi, le vent a changé et un Mitch Marner qui joue stressé est un Mitch Marner qui envoie la rondelle dans les gradins quand il n'y a aucune menace autour de lui et qui crée un 5 contre 3. Ça, pour moi, ça a fonctionné. Inacceptable, mais ça a fonctionné. Ce gars-là joue avec un bâton stressé. D'ailleurs, j'ai trouvé ça incroyable. Ce matin, ça a commencé à partir. Missing persons, Austin Matthews, Mitchell Marner, if you have any information, last seen en saison régulière en 2021, please contact Kyle Dubas. Voilà. Fait qu'on a réussi à contrer ces deux gars-là. Par exemple, du côté des Maple Leafs, il y a des Jason Spezza qui font du travail incroyable, des Nick Foligno qui depuis son retour, des gars qui, on les attendait peut-être pas, on n'arrêtait pas de dire qu'ils sont vieillissants, etc., mais qui font le travail en maudit. Et du côté des Jets, ça a été la même chose. Se dire, on va contrer McDavid, Draisaitl. On s'est rendu compte durant la saison régulière que c'est ce qui fonctionnait. Et quand ces deux gars-là étaient muselés, les Oilers n'allaient nulle part. Et c'est ce qu'on a fait. Draisaitl, 2 buts, 3 passes, -2. McDavid, 1 but. Ouais. Le gars a été une vedette durant la saison régulière, a été limité à 1 but, 3 passes et un différentiel de -2 lui aussi. Fait que des deux côtés, ça a été les stratégies qu'on a utilisées, c'est ça qui a réussi. Puis tu vois, du côté du Canadien, là, moi, je pense que si on perd ce match-là, mais je pense pas qu'on va le perdre, si on perd le match numéro 7, bien, au moins, les jeunes auront prouvé qu'ils ont leur place puis qu'on a eu raison de leur faire confiance. C'est ça. Un Cole Caulfield, on avait toutes sortes d'interrogations à son sujet avant son arrivée dans la Ligue nationale, qu'on a décidé de laisser de côté durant les 2 premiers matchs quand, historiquement, le Canadien n'est pas capable de marquer des buts en séries éliminatoires. Tu as un marqueur naturel que tu n'as pas eu depuis Stéphane Richer dans ton organisation. Tu choisis de le laisser de côté. OK, parce que peut-être il est moins solide défensivement. Non. C'est ton travail en tant qu'entraîneur de gérer son temps de jeu, de l'envoyer quand il va shiner, puis de le retirer, comme quand ils ont fait au match numéro 5, en deuxième période, les Leafs dominaient. Correct de ne pas l'envoyer dans la mêlée parce que défensivement, il est peut-être moins solide. Tu t'arranges pour qu'il n'y ait pas de revirements qui vont être traumatisants pour le reste de sa carrière, c'est correct. Mais ça, c'est ta job d'entraîneur. Pour moi, c'est de dire, je vais mettre les meilleurs éléments sur la glace et je vais l'utiliser au meilleur escient, au meilleur de ses capacités. Un Cole Caulfield, sur le but en prolongation de Nick Suzuki, pour moi, c'est là où il l'a prouvé qu'indéniablement, il avait une intelligence au jeu supérieure à la moyenne. Bien beau recevoir une rondelle, mais il faut savoir quoi faire avec. Puis la rapidité avec laquelle il l'a remise avec Suzuki, la précision avec laquelle il l'a remise à Nick Suzuki a fait en sorte que Nick Suzuki a marqué. Parce qu'une demi-seconde plus tard, Suzuki recevait ça, puis Campbell avait le temps de se déplacer. C'est ça. C'est ça qui arrive aussi. Cole Caulfield, c'est pas tout au beau fixe. Tout n'est pas parfait, mais pour moi, l'exécution est là, la vitesse est là, la qualité de ses tirs. Chacun de ses tirs est menaçant, chacun de ses tirs, il a une chance de marquer. Puis c'est pas parfait défensivement, mais le gars réussit à gagner des batailles, récupère des rondelles libres, ce qu'il faisait peut-être pas dans ses premiers matchs dans la Ligue nationale. Il a même tenté une mise en échec. Je me rappelle plus c'était sur qui, mais il a même tenté. Je dis tenter parce que comme il est comme arrivé, puis il s'est rendu compte, hein, ouais, non, c'est ça, ça ne marchera pas. Mais, hey, il l'a fait. Il est là. Puis le gars, c'est un joueur de hockey.
le gars, il a du plaisir à jouer au hockey. Tu le vois, et je ne sais même pas comment le décrire parce que, tu sais, sur ma place, sur la galerie presse, je suis vraiment au-dessus du territoire défensif ou offensif, mais il se place, il bouge ses pieds. Hein, ça a l'air du hockey one-on-one niaiseux, mais il bouge ses pieds. Ce gars-là se donne des chances de marquer parce qu'il est toujours bien placé. Il va toujours récupérer, il est là en récupération de rondelles, il la remet, il va se replacer, il va ci, il va ça. Puis tu le vois, il suit la rondelle, il est concentré, il veut. Il retourne au banc, il n'a pas aimé ce qu'il a fait, il va regarder ce qui se passe sur l'écran géant au Centre Bell, puis il va se dire « OK, je vais améliorer ça ». Ce gars-là est toujours en train de penser à comment il pourrait faire mieux. Puis c'est ça que je trouve beau. Un gars comme Kotkaniemi qu'on a beau avoir critiqué, mais tu sais, des fois, ça te prend juste un tir puis un tir de qualité. Puis ce gars-là, il a un tir de qualité. 3 buts, 4 buts l'année dernière dans la bulle, 3 buts cette année en série. Tu sais, c'est ça aussi. C'est ça, apprendre à faire confiance à ces jeunes puis leur donner les moyens aussi de bien performer. Moi, les jeunes, j'avais 2 philosophies au début de cette série-là. C'est soit tu fais jouer les jeunes puis tu meurs avec eux, ce que moi j'aurais utilisé comme philosophie, ou soit que tu fais jouer des vétérans puis tu te dis « Oh, on a une chance de battre les Maple Leafs ». Puis ça, c'est l'option que le Canadien a pris au début. Puis finalement, les jeunes ils ont comme forcé la main, puis tant mieux. Puis que le Canadien gagne cette série-là ou perde cette série-là. En tout cas, si, mettons, il la gagne ce soir, les jeunes, ils ne sortiront pas du line-up. C'est terminé. Ils sont là jusqu'au bout, jusqu'à ce que mort s'en suive. Fait que c'est ça qui est intéressant avec le Canadien, c'est que finalement, là, après une élimination au premier puis au deuxième match, là, on s'est dit, ben, tant qu'à perdre, pourquoi pas perdre avec les jeunes puis voir ce qu'ils peuvent nous donner. Puis, exactement, comme les Panthers qui ont décidé de faire confiance à Spencer Knight. C'est ça. Il va être important, c'est important. Puis, tu sais, on ne s'éternisera pas sur Romanov, mais moi, j'ai de la misère à comprendre. Parce que l'année passée, c'était ça le thinking. On va l'amener dans la bulle à Toronto parce que juste cette expérience-là, de pouvoir s'entraîner avec les gars, de pouvoir voir comment ces gars-là agissent, juste ça, ça va être une expérience pour lui. On a fait une opération séduction à la grande séduction style pour aller le chercher, pour l'amener ici. On le laisse de côté, on le fait jouer 54 des 56 matchs. Oui, il a connu une fin de saison plus difficile, mais pour moi, tu meurs avec. C'est ça. Tu vas mourir avec. Puis, tu sais, des gars, puis, tu sais, les vétérans, c'est pas mauvais. Moi, un Corey Perry, donne-moi-en n'importe quel. Moi, un Corey Perry en série, je suis all-in. Pour moi, c'est un Thornton tu sais, je veux dire, donne-moi-en, j'ai pas de problème avec ça. Un Eric Staal, ça a été tellement difficile dans les mon Dieu, le premier match a été correct, là, mais les 4 matchs qui s'en sont suivis, ça a été 5 matchs, ça a été épouvantable. Moi, je ne vois pas ce que ce gars-là fait. Rentre un Alex Belzile qui va t'amener de l'énergie, qui va t'amener un couteau entre les dents comme jamais. Regarde ce que Jake Evans a été capable de faire. Le mettre avec Gallagher puis Dano. Puis c'est dommage parce que je pense pas que Thomas Tatar manque de hargne. Je pense que c'est un gars qui veut, mais en ce moment, ça ne débloque pas. Comme Toffoli. Ça a débloqué dans le 6e match. Ça aurait pu pas débloquer. Des fois, on ne se l'explique pas. Moi, Toffoli, par exemple, je trouvais qu'il manquait beaucoup de hargne, mais Thomas Tatar, je ne trouvais pas qu'il manquait de cœur à l'ouvrage. C'est dommage parce qu'il a été sorti de l'alignement. Mais regarde un Jake Evans. Pour moi, là, Jake Evans a été la bougie d'allumage de ce premier trio-là. Philippe Danault a connu son meilleur match lors du 6e match. Il était de tous les combats. Puis je pense que ça a aidé d'avoir un gars comme Evans qui est taillé Rocket de Laval, Joël Bouchard-style, qui met ses bottes de travail. Ce gars-là, là, il n'a pas eu une entrée chez les professionnels facile. Là. Il s'est battu pour se rendre où il est aujourd'hui, puis il continue de le faire. Puis surtout, ce que j'aime d'un Jake Evans, c'est qu'il le fait quand les enjeux sont élevés. Quand un Eric Staal menaçait de venir prendre sa place, quand en fin de saison, le Canadien connaissait une fin de saison dégueulasse. Et là, dans un match numéro 6, joué en désavantage numérique. Il a aidé Philippe Danault dans ses responsabilités défensives et je pense qu'il a été aussi la bougie d'allumage pour un Gallagher qui semblait aussi allumé par la foule. Et ça a été aussi un autre facteur important de la victoire du Canadien. Tu ne te pouvais pas, je pense, d'échapper ce match-là. Puis les gens qui s'époumonaient, Sim, je te dis, moi, je me disais, 2500 personnes, il va falloir qu'ils mettent des amplificateurs de son parce que, tu sais, au Centre Bell, c'est grand, le Centre Bell, là, ça ne fera pas grand-chose. Il avait l'air d'être 10 000.
Il avait l'air de c'était cœur, hein? Ouais, il y avait de l'ambiance. Ouais. Fait que qui, mais là, si, mettons, Bon, Canadiens ou voilà. les Leafs gagnent, est-ce que les Jets passent quand même? Est-ce que. Ben, c'est ça, là. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que les Jets ils vont être bien reposés. Est-ce que ça peut être un désavantage parce que des fois, trop de repos comme ça, tu arrives un peu, puis tu n'as pas joué des matchs depuis, mon Dieu, une semaine et Une demie. semaine, ouais. Le Canadien va rentrer le couteau entre les dents, le momentum aussi qui va être là. Est-ce que les Jets vont être capables d'avoir à l'usure? Est-ce qu'on va justement être capable aussi du côté des Jets de récupérer les petites blessures, les gars qui étaient un peu écorchés? Tu sais, ça pourrait jouer et en faveur et en défaveur des Jets. Mais je pense que si le Canadien réussit à passer cette série-là, ça va être difficile pour les Jets de contrer ce momentum-là. Par contre, on a vraiment surtaxé notre défensive. Puis après ça, on va arriver un petit peu la langue à terre. Est-ce qu'on va être capable aussi contre un gardien comme Connor Hellebuyck, déjà qu'on a de la difficulté à marquer, ça va être encore plus difficile. Mon Dieu. Je vais dire Jets en 7. Canadien contre Jets, je vais mettre Jets en 7. Mais il faut pas je pense qu'à partir de maintenant, il ne faut pas sous-estimer le Canadien. Puis tu sais quoi? Je suis contente. Je suis contente pour les gens. Je suis contente pour les gens qu'on s'accroche derrière ça. Puis ça m'a fait rire parce qu'il y avait un group text lors du match numéro 6 quand le Canadien a gagné. Un gars qui a dit « Bon, encore Bergevin qui vient de sauver sa job. » Puis j'ai juste dit « Pour vrai, là, fuck off and enjoy the show. » Là, je m'excuse des mauvais mots, là. Mais tu sais, comme, c'est ça. Regarde, dis donc que le Canadien a réussi, tu sais, il t'a fait mentir, puis sois content, puis rallie-toi derrière ça, mets-toi un drapeau sur ton auto, puis souris. J'ai dit à ma blonde, moi, que si le Canadien gagnait cette série-là, personne n'était congédié. Fait que je sais pas si je sais pas si ça vaut la peine. En même temps, tant mieux s'ils gagnent parce que ça nous donne du travail. Moi, je travaille plus, tu travailles plus, tout le monde travaille plus. Oui. Tout le monde est content quand le Canadien travaille, quand le Canadien gagne, quand il travaille aussi, en fait. Fait que, ouais, mais moi, je veux dire, si le Canadien gagne, je vais dire les Jets en 6 parce que je pense que c'est une équipe qui va être encore plus difficile à les Jets, l'attaque pesante, physique. Je pense que ça va être encore plus difficile à affronter que les Maple Leafs qui sont un peu plus. On le disait au début des premiers matchs, on dirait qu'ils ne saillissent pas cette équipe-là parce qu'ils patinent. Tout le monde patine dans cette équipe-là, des deux bords. Fait qu'ils n'ont pas le temps de. Ils se donnent des mises en échec, mais ils se donnent des mises en échec juste pour séparer les joueurs de la rondelle. Alors que ce n'est pas des mises en échec violentes que j'ai le temps de t'étamper, je vais t'étamper. Fait que là, je pense que les Jets vont être encore plus difficiles à affronter que les Maple Leafs. Et si les Leafs gagnent cette série-là contre le Canadien, j'ai l'impression qu'ils vont être capables de battre les Jets. Je les mettrais les Leafs en 7 parce que j'ai l'impression que le match-up contre le Canadien, que ce soit trop émotif, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec certains joueurs dans ce match-up-là que je pense va mieux fonctionner contre la défensive des Jets, que ça va être peut-être un petit peu moins rough, si tu veux. Puis il y a des gars comme Weber, Charrot, puis Edmondson. Puis ça, on a eu beau les critiquer un peu, mais c'est des gars qui sont quand même pas évidents à jouer contre en série. Non. Fait que je pense qu'il y a peut-être ce match-up-là qui serait un peu plus avantageux pour les Leafs contre les Jets. Fait que j'irais avec les Leafs en 7 s'ils passent le Canadien. Sinon, Jets en 6 si c'est le Canadien qui passe. Moi aussi, je pense que je vais donner l'avantage aux Maple Leafs. Puis je pense qu'on va avoir eu assez peur si on se rend au deuxième tour d'échapper ça. Que ça va être l'ardeur là, va être dans le tapis. Puis je pense que c'est un club aussi qui est extrêmement rapide. Fait qu'il va être capable de beaucoup plus que le Canadien. Et c'est une équipe aussi qui, contrairement au maudit que je suis tannée du dump and chase, le fameux dump and chase du Canadien, les Maple Leafs sont capables d'entrer en territoire et de s'organiser, de s'installer. Et je pense que la défensive des Jets va être assez étourdie par ça. Puis la rapidité va faire en sorte qu'on va être capable d'éviter peut-être les grosses mises en échec du côté des Jets. Fait que moi aussi, je donnerais l'avantage aux Maple Leafs. Même, je les mettrais en 6 contre les Jets.
Voilà. C'est un match-up qui est particulier. On dirait que peu importe qui joue contre les Jets, on dirait que c'est deux styles différents. Fait que Absolument. ça sera à voir, mais ben écoute, ça va terminer ça. On aura qu'à vérifier Puis pour. là, ben là, on se la fait une prédiction pour le score de ce soir? Ben, on peut y aller. Écoute, Ben là, tant qu'à se mouiller, tant qu'à se mouiller. étant donné que je disais tantôt que le momentum était du côté du Canadien, je pense que ça va être un 3-2 Canadien encore. Peut-être Ah, pas mais de là, prolongation cette fois. Ou 4-2, peut-être un c'est filet désert. impossible. C'est impossible. J'ai mis 3-2 aussi. Bon, J'ai mis ben, ça peut 3-2, être puis 4-2. ça va être en temps régulier, par exemple. Le Canadien va Euh, prendre l'avantage, va se faire remonter ça, puis va être capable de tirer son épingle du jeu, je crois. Est-ce que le bon vieux cliché, le premier but va faire la différence? Le premier but va faire. Hey, j'ai fait tweeter ça samedi, puis je me disais, il y a quelqu'un qui va répondre. Mais oui, c'est évident, blablabla. Fait que je ne l'ai pas fait, mais c'était ça. Là. Après 40 minutes de jeu, c'est 0-0. Non, non. Mais oui, le premier but ce soir, même si c'est une évidence capitale, va être extrêmement important. Tant Il faut que le Canadien aille chercher ce premier but-là. Ouais, exact. Pas le choix. Tant qu'il n'y a aucune équipe qui prend l'avance 2-0, parce que tu sais, c'est la pire avance au hockey, Ouais. tout Je pense le que le monde va être Canadien correct. est capable de remonter après qu'ils aient eu l'avance d'abord, mais le Canadien a de la misère à remonter quand Ouais, est en retard. exact. Fait que c'est ça. Pour moi, le Canadien, s'il espère gagner ce match-là, pour moi, c'est tellement sûr qu'il faut qu'on marque Ouais. le premier but, puis rapidement. C'est ce qui a fait la différence dans le match numéro 5. Là. Je pense qu'on ne peut pas se permettre d'attendre 2 périodes pour marquer le premier but. Là. Non, vraiment pas. Puis, c'est ça. Si tu donnes une avance à Price, tu sais jamais ce qui peut arriver. Ça Exact. aussi, c'est cliché, mais c'est vrai. C'est pas le genre de goaler qui va t'accorder des savons quand ça compte. Fait que, en tout Et la cas, pas en différence, c'est série. qu'est-ce que les défenseurs vont faire devant lui. Qu'on essaie d'arrêter de bloquer des Ouais, tirs. Qu'on ouais, c'est essaie ça. d'arrêter de bloquer des tirs. De toute façon, ça fait juste épuiser parce que la rondelle rebondit n'importe où, puis tu es tout le temps obligé d'être en récupération Ouais. de rondelle. Puis, tu sais, nous autres, on nous disait tout le temps, si tu es pour bloquer un tir, il faut que tu te commettes à 100%. Tu sais, tu peux pas arriver à demi-ton ou à, tu sais, je vais juste mettre une jambe. Ça, c'était la grosse joke, là, le flamingo. Là, tu lèves une jambe, puis tu sais, Ben non, mais c'est tu parce peux que pas ça devient faire tellement ça. plus difficile après. Non, 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 c'est ça. Puis c'est parce que tu t'arranges. C'est ce qui est arrivé en troisième période chez les Canadiens, là. C'est qu'en Ouais, fait, la rondelle rebondit souvent sur la mauvaise palette. c'est ça. Parce Puis que le après ça, but. ça permet aux Leafs sont déjà installés, ça leur permet tu sais, de s'installer davantage puis de s'organiser, en fait. Parce que. Tu donnes un avantage pour que, c'est ça, tu donnes un avantage à l'équipe adverse pour qu'on s'organise en territoire puis qu'on reste là plus longtemps. Mais c'est ce qui a fait mal là, en fin de troisième période, puis en prolongation aussi. Parce que le premier but, mettons, de Spezia, ça dévie sur Petrie, mais Petrie fait son jeu. C'est bâton, c'est correct. Je me dis, c'est malencontreux. Mais le deuxième, c'est ça, comme on dit, tu peux pas arriver là. Ou c'est ça, si tu veux le bloquer, ben, bloque-les pour vrai. Là, parce que là, si tu arrives là avec une palette bâton un peu plus croche, parce que jamais de la vie que Price aurait laissé rentrer ça. Là, il n'y a pas de circulation. Fait, très important de garder Price la vue sur la rondelle. Puis, Absolument. c'est Don Cherry. Moi, j'ai grandi avec les vidéos de Don Cherry, puis il disait Get out of the way, kid. Mettez pas votre bâton, mettez pas votre corps, mettez pas. Puis don't leave your feet. Couche-toi pas à terre non plus. Non. Fait que c'est ça. Fait que ça va être à vérifier. On s'en reparlera pour la troisième ronde si tout le monde est disponible. Puis, Absolument. on Avec grand verra. plaisir. On Avec grand verra. plaisir. J'adore ça, faire ça avec toi, Sim, puis j'espère que les gens à la maison sont contents. Ben, j'espère aussi, tabarnouche, qu'ils sont contents. On essaie toujours qu'il y en ait plus de millions à chaque fois qu'ils regardent. Là, fait Des que, millions. Des tranquillement. millions. Ouais. Bon, ben écoute, merci d'être venu, Dame Daphné. Je vous salue. Je vous fais un vous là, pour terminer. Là. Je vous salue, puis J'adore ça. à la prochaine. Considérez-vous saluer, M. Simon. Au revoir. Salut.